Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Vous avez toujours tout voulu savoir sur le bilan carbone, en quoi cela consiste. Est-ce un passage obligé pour les entreprises aujourd'hui ? Quels sont les bénéfices et recommandations apportées ? Car c'est bien beau de dépenser des sous sur le compte de la RSE ou de la future décarbonation de l'entreprise pour atteindre ces fameux ODD, les objectifs de développement durable validés par l'ONU en 2015. Mais en quoi l'entreprise y serait gagnante ? Je ne parle pas des très grandes entreprises, mais de toutes les autres, les TPE, PME, ETI. Pour aborder le sujet, j'aurais pu contacter un acteur ou un autre. Au sein de notre COPIL RSE Finaxim, le réseau d'experts en temps partagé, nous avions d'ailleurs fait une étude en 2003 et rencontré différents prestataires. Nous souhaitions quelqu'un que nous pourrions recommander. Par leur expertise et leur pertinence d'accompagnement, nous ne voulions pas uniquement un prestataire proposant une plateforme web de centralisation de données. Et notre choix s'est porté sur Axio. Et donc, c'est naturellement que je rencontre aujourd'hui un des fondateurs, Laurent Barbezieux. Alors, je tiens à préciser, cet épisode n'est absolument pas sponsorisé. Je le fais de mon plein gré. Bonjour Laurent. Bonjour Diane. Alors, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours ? Tu es tout jeune et pourtant cofondateur d'une belle boîte Axio. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour dire quelques mots pour présenter, donc moi c'est Laurent, j'ai 37 ans, j'ai toujours vécu à Paris et j'ai fait une étude dans une école de commerce, puis j'ai travaillé en conseiller en stratégie entre 2011 et 2019, donc absolument pas sur les sujets vraiment de RSE, d'environnement ou de carbone, mais le sujet en changement climatique, dès 2006 je l'ai découvert par une conférence d'un illustre inconnu à l'époque qui était Monsieur Jean Covici, qui était avec son bâton de pèlerin à faire le tour de tous les lycées de français de Navarre. Et il m'a paru que donc, soit le sujet était globalement le sujet du siècle, soit c'était n'importe quoi, mais ça pouvait pas être, c'était forcément l'un ou l'autre. 15 ans plus tard, force est de constater que malheureusement, c'est un peu un des sujets du siècle de s'occuper de la lutte contre le réchauffement climatique. Et un des faits générateurs, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je vais monter une entreprise là-dessus, c'est qu'il va falloir que toutes les entreprises s'y mettent très rapidement, parce qu'on a perdu plusieurs décennies sur le sujet. Et donc, on va avoir besoin à la fois de monter en expertise dans les entreprises sur ce sujet. Et on va quand même aussi avoir besoin d'un peu de technologie pour pas tout faire avec un boulier ou un Excel dans son coin. Donc, c'est pour ça, en fait, que fin 2019, j'ai quitté le cabinet de conseil où je travaillais et j'ai voulu monter une entreprise là-dessus. Donc, ça a commencé début 2020. J'ai fait une formation développement web. En plein Covid, chouette. Juste avant le Covid. Juste avant. Et première semaine du confinement, ces premières semaines où on travaille sur le projet. J'ai rencontré mes associés, justement, à une formation au développement web. Et l'enjeu, c'était comment on fait pour que le bilan carbone, ça soit pas juste un exercice un peu rébarbatif, pour rester poli, mais un vrai outil qui permet d'identifier des sujets concrets sur lesquels on peut travailler pour réduire son empreinte carbone. Donc c'est pour ça qu'on a monté l'entreprise et c'est ça qu'on fait depuis 4 ans maintenant. Alors on parlera peut-être d'Axio ou davantage de l'accompagnement, mais aujourd'hui combien de collaborateurs ou quel type de clients ? Alors on est une petite trentaine dans l'équipe maintenant et on a travaillé avec 400 entreprises depuis le lancement et on est focalisé sur les PME et les ETI, tout simplement parce qu'il y a déjà d'autres acteurs qui travaillent pour les grands groupes et parce qu'en fait les PME et ETI commencent à vraiment avoir de plus en plus de pression sur le sujet environnemental et ont pas la taille critique pour avoir une équipe carbone ou environnement dédiée. Du coup, il y a un vrai sujet. Ça, je confirme. Déjà que sur la partie, des fois, marketing, communication, il n'y a pas les équipes ou sur la partie RSE, encore moins, qu'elle soit gérée côté RH ou côté DAF ou côté market, comme
quoi. Il y a un vrai sujet de pas assez de gens qui connaissent le sujet, mais il va falloir que tout le monde s'y mette en accéléré. Du comment on fait pour être à la fois pas trop cher, parce que les budgets sont pas infinis, efficace, parce que on veut pas faire un grand plan sur la comète à 10 ans, il faut concrètement faire bouger des choses, et arriver à embarquer les collaborateurs, parce que c'est peut-être un sujet pas toujours très plaisant, mais c'est aussi très motivant de se dire qu'on avance sur ce sujet. Et alors justement, tu dis que c'est un enjeu, on va dire, pour ces entreprises-là. De quelle façon? Quoi c'est un enjeu pour les années à venir? Si on parle uniquement de la partie changement climatique et donc carbone, donc je vais pas parler de l'environnement au sens large, j'aurais plein de choses à dire sur la biodiversité, l'économie circulaire, l'utilisation de l'eau, bref, il y a plein d'autres domaines, mais si on se limite à la partie carbone, en fait, il n'y a pas une raison pour laquelle ça devient un sujet pour les entreprises, on va dire il y a un faisceau de raisons. Ça peut être des clients en B2B ou en B2C qui demandent des informations carbone parce qu'ils veulent comparer des fournisseurs ou comparer des produits. Ça devient un sujet pour obtenir des financements de banques dont le taux des dettes peut dépendre d'engagement RSE. C'est un sujet pour les fonds d'investissement qui ont des obligations réglementaires d'information et également veulent s'assurer qu'ils investissent dans les entreprises du bon côté de l'histoire. C'est un enjeu, on va dire, interne pour embarquer les collaborateurs vers un projet collectif. Parfois, c'est vraiment porté de manière authentique par la direction. Parfois, c'est parce que c'est dans l'air du temps et qu'il faut bien s'y mettre. Mais tous les moyens sont bons pour avancer sur le climat, on va dire. Et enfin, il y a un sujet réglementaire qui est à deux niveaux. Il y a des réglementations qui s'appliquent à toutes les entreprises et qui partent des grandes et vont vers les plus petites. Donc, il y a notamment un sujet dont on entend beaucoup parler qui est la CSRD, qui progressivement va descendre sur les entreprises jusqu'à 250 personnes à horizon 1 ou 2 ans et qui va couvrir le carbone, mais aussi d'autres choses, le social, la gouvernance, la biodiversité et autres. Ça, les entreprises sont pas encore prêtes, ou en tout cas, elles n'en prennent pas conscience. J'entends par là les petites et moyennes entreprises. Oui, on a encore des entreprises avec qui on échange. On apprend qu'elles sont soumises à la réglementation dès cette année, par exemple. Pas se mentir, il y a quand même pas mal de boulot à faire pour se mettre en conformité avec cette réglementation. Et au-delà de cocher les cases, l'intérêt de cette réglementation, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions pour que son entreprise soit pérenne et durable. Donc ça, c'est une réglementation, on va dire, transverse qui va s'appliquer à tout. Et après, il y a d'autres réglementations vraiment sectorielles. Je sais pas, la RE 2020 ou le décret tertiaire sur la partie bâtiment, la loi AGEC. Il y a plein de réglementations secteur par secteur et qui peuvent là pour le coup s'appliquer à des entreprises de quelques dizaines de salariés. Fort heureusement, c'est pas totalement orthogonal comme sujet, c'est-à-dire que si on est compétent sur la RE 2020, en fait, on comprend les sujets de bilan carbone. Néanmoins, ça fait qu'on a un paysage réglementaire qui peut être assez complexe à suivre pour les entreprises parce qu'objectivement, ça part un peu dans tous les sens parce qu'on essaie de prendre le morceau par différents bouts, les secteurs, les tailles d'entreprise, les pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, le coût est parti d'un point de vue réglementaire et également d'un point de vue grand groupe. Les grands groupes posent des questions à leurs fournisseurs parce qu'ils ont besoin d'avoir des informations sur l'empreinte carbone en particulier. C'est ça, c'est la chaîne qui descend du plus grand au moyen et qui descend jusqu'au plus petit pour boucler la boucle. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, avec les prospects qui te contactent ou les clients, il y a cette prise de conscience de cette neutralité carbone en 2050? Ça commence, comparé à 2020-2021, quand on avait commencé à travailler. 3 faits majeurs qui font que les entreprises s'y mettent. Donc il y a le réglementaire dont on a déjà parlé. Il y a la partie demande des investisseurs. Donc il y a un miroir de la CSRD qui s'appelle la SFDR, ou RD, j'ai toujours un doute, SFRD. Ça fait que toutes les entreprises qui ont des investisseurs privés, fonds d'investissement, maintenant ont de plus en plus de demandes à minima d'informations. On ne parle pas forcément de réduction, sauf les fonds les plus engagés, mais à minima d'informations de plus en plus précises. Et on a également l'autre fait majeur qui sont les grands groupes qui maintenant prennent leur top 100, leur top 200, leur top 500 fournisseurs et qui disent maintenant cette année je veux une empreinte carbone. L'année prochaine je veux qu'elle soit scope 1, 2, 3 vraiment complète et vérifiée par quelqu'un. Et je vous informe, l'année d'après, moi je veux le plan de réduction. Parce que moi en tant que grand groupe, je suis engagé à réduire mes émissions et une partie de mes émissions c'est ma chaîne de valeur, donc c'est vous. Donc j'ai besoin des informations et j'ai besoin qu'on travaille ensemble pour réduire les émissions. Je dis qu'on travaille ensemble. La pratique, c'est plutôt le grand groupe demande aux fournisseurs réduisez vos émissions. Et ce qui va venir dans les années à venir, ça va être les fournisseurs qui vont dire voilà combien ça coûterait de décarboner. Et il y a la grande question de qui va payer, parce que si c'était gratuit de décarboner, on l'aurait déjà fait. À un moment, ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent. Il faudra voir qui, entre la puissance publique, les acteurs financiers, les grands groupes et les PME, finance tous ces investissements. Alors, tu as abordé plein de choses là, dans cette réponse. Du coup, je vais forcément revenir. Est-ce que tu pourrais donner déjà la définition du bilan carbone et puis après on abordera le scope 1, 2, 3 parce que les auditeurs qui ne connaissent pas le bilan carbone, là ils ont dit mais de quoi ils parlent? Très bien, alors l'introduction au bilan carbone. Donc le bilan carbone en fait c'est un objet réglementaire, c'est une norme ISO qui va faire l'inventaire de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, typiquement d'une entreprise, sur une période donnée, donc c'est typiquement une année.
Et on va regarder ce qu'on appelle les émissions directes et indirectes. Alors, je reviens sur d'abord les gaz à effet de serre. On parle beaucoup du CO2, mais il y en a d'autres, le méthane, des gaz de réfrigération. Mais globalement, le CO2, globalement, ce qui sort d'une chaudière à gaz ou ce qui sort d'un véhicule quand il brûle de l'essence. Ou d'un climatiseur. D'un climatiseur, c'est un gaz de réfrigération qui sort d'un climatiseur, pour le coup. Oui, mais du coup, il est aussi intégré dans les équivalents de Oui, tout à fait. tonnes de On CO2. va comparer différents gaz Mm. en équivalent CO2, comme s'ils avaient typiquement 1 kg de méthane, ça va être équivalent en termes de réchauffement climatique à 25 kg de CO2. Donc on va tout mettre dans une unité unique pour un peu simplifier la vie. Et la vraie subtilité ou complexité, ça dépend comment on regarde la chose sur le bilan carbone, c'est qu'on ne va pas regarder uniquement les émissions dans l'entreprise, c'est-à-dire je possède un véhicule, j'achète de l'essence, du coup j'émets des gaz à effet de serre. On va également regarder des émissions qu'on appelle indirectes. Typiquement, si j'ai pas de véhicule mais que je prends un taxi, c'est pas moi qui achète l'essence, mais c'est quand même moi qui ai commandé le taxi, du coup, je vais quand même compter ces émissions-là. De même, quand j'utilise un smartphone, il a bien fallu le fabriquer. Donc, à un moment, il y a eu un véhicule au fin fond du Chili qui a extrait du cuivre, du lithium. Enfin voilà, il y a eu il y a des choses qui sont passées pour fabriquer les produits qu'on utilise. En général, ça nécessite de déplacer des choses ou de transformer de la matière, donc ça nécessite de l'énergie, et cette énergie est souvent carbonée. Et donc, pour arriver à faire ces calculs, on a fort heureusement quelque chose qui nous simplifie la vie, ça s'appelle des facteurs d'émission. C'est-à-dire qu'on va dire, un iPhone, c'est 50 kg de CO2. Un litre d'essence, c'est 2,7 kg de CO2. Faire 1 km en voiture, ça va être 150 grammes de CO2. Donc, on va tout mettre dans la même unité. Et un Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. C'est 2 tonnes de CO2, voilà. Parce que malheureusement, elle est dans une carcasse en acier ou en aluminium à 900 à l'heure pendant quelques heures. Ça consomme beaucoup de kérosène. Et donc, en fait, l'intérêt du bilan carbone, c'est que ça permet d'avoir une vision exhaustive de toutes ces émissions liées à tout ce qu'on achète, tout ce qu'on a chez soi, également de tous les produits qu'on vend. Je vends une voiture, je dois compter l'empreinte carbone de la voiture pendant toute sa durée de vie, sinon on passe quand même à côté du sujet. Et l'intérêt, c'est pas juste de contempler ces émissions et de dire, ma bonne dame, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est de se dire, c'est quoi les actions concrètes que je peux mettre en place dans mon entreprise pour les réduire, ou les sujets prioritaires avec mes fournisseurs pour voir comment travailler ensemble et voir ce qu'on pourrait faire différemment pour réduire les émissions, et également qu'est-ce que je devrais changer dans les produits que je commercialise pour que chez mes clients, les émissions soient plus basses. Et c'est ça l'intérêt du bilan. Il n'a d'intérêt que s'il permet d'avoir une action derrière. Sinon, autant mettre son budget et son temps sur d'autres choses. D'où l'intérêt de pouvoir se dire, ça peut être un des axes pour mettre en cause et rechallenger le business model de l'entreprise par rapport à son offre de produits ou de services. C'est là où le market intervient, où la R&D intervient, parce que ça va être un peu plus technique potentiellement. Là, on va être sur l'analyse du cycle de vie du produit ou du service, donc ça va être un peu plus pointu là-dessus. Exactement. On va dire que l'intérêt du bilan, c'est qu'on peut le faire chaque année pour voir comment l'entreprise évolue. Après, si on veut vraiment se poser des questions, qu'on vend un produit physique et qu'on veut modifier potentiellement la nature du produit qu'on commercialise ou la manière dont les utilisateurs se l'approprient, il y a effectivement cet exercice qui est l'analyse de cycle de vie à la maille d'un produit. Où là, sans rentrer dans tous les détails, il y a un enjeu. On ne va pas regarder que le carbone, mais également d'autres sujets. Par exemple, de la voiture électrique, on va consommer moins d'essence, plus consommer d'essence, pendant la phase d'utilisation du véhicule, donc c'est bien mieux. En revanche, on a besoin de plus d'énergie pour fabriquer les batteries, et il y a des sujets, non pas gaz à effet de serre, mais de disponibilité de métaux. Donc l'analyse de cycle de vie permet d'avoir une vision plus holistique de tous les impacts environnementaux, pas toute la RSE, la partie sociale n'est pas dans une ACV. ACV, c'est analyse de cycle de vie, mais toute la biodiversité, la consommation d'eau, l'énergie, les matières rares, tout ça c'est inclus dans l'analyse de cycle de vie. Et ça a permis de bien avoir de la conception jusqu'à l'utilisation et de se poser des questions sur comment on peut repenser son produit pour qu'il soit beaucoup plus pérenne et durable. Donc l'ACV est intégré au bilan carbone ? On va dire c'est comme 2 couloirs de nage. Le bilan carbone au niveau de toute l'organisation, l'ACV au niveau du produit. Le bilan carbone, comme son nom l'indique, que sur le carbone, l'ACV est sur plusieurs dimensions, on va dire environnementales. Et le bilan carbone est typiquement refait chaque année et permet de faire une trajectoire. L'ACV, elle n'a pas à être refaite chaque année, elle est faite dès qu'on refait un nouveau produit et permet de non pas faire une trajectoire, mais de faire de ce qu'on appelle de l'éco-conception, c'est-à-dire penser le produit pour qu'il l'émette moins. Là où il y a un vrai lien, c'est que si on a fait l'analyse de cycle de vie de tous ces produits et qu'on fait la somme de l'empreinte calculée par chaque produit sur tout ce qu'on a vendu dans l'année, grosso modo, au siège et aux activités marketing près, on va retomber sur le bilan carbone. Et alors c'est là où interviennent le scope 1, 2, 3. Oui. Parce que tu as parlé des émissions directes et indirectes, mais sans dire. Alors le scope 1 correspond à le scope 2. Près de pas parler du scope 1, 2, 3, car ça complexifie. Et on voit que dans les réglementations françaises, ils ont un peu
peu enlevé les concepts, ils l'ont coupé en 6 morceaux. Par contre, dans les réglementations internationales, c'est encore présent. Alors, pour l'expliquer comme à quelqu'un qui a 3 ans, le scope 1, c'est quand concrètement, il y a un tuyau ou un truc et il y a un gaz qui sort et ce gaz, c'est un gaz à effet de serre. Donc, c'est les fuites pour la climatisation, les consommations des véhicules, la chaudière à gaz de son bâtiment et quelques cas un peu particuliers quand on a, par exemple, quand on fait du ciment, il peut y avoir des réactions chimiques qui émettent du CO2. Il y a un autre petit cas, c'est quand on a déjà du carbone, genre des arbres, qu'on les coupe, qu'on les brûle, là, ça va libérer du CO2, ou qu'on avait une prairie, qu'on l'artificialise, ça peut libérer du carbone aussi. Le scope 2, c'est tout ce qui est de l'énergie, mais il n'y a pas des émissions chez soi. Typiquement, vous avez une prise électrique, il y a de l'énergie qui arrive, mais il n'y a pas de pot d'échappement à côté. Les émissions, elles ont lieu ailleurs, chez Engie ou autre. Donc ça, c'est des émissions indirectes, parce qu'elles ne sont pas chez moi, lié à une énergie, parce qu'on consomme bien des kilowattheures. Et le scope 3, fois c'est tout le reste. Du coup, si j'ai un ordinateur, il a bien fallu le fabriquer, il y a des émissions. Si j'utilise un service dans le cloud, quelque part il y a un data center qui consomme de l'énergie, c'est les émissions. Si je prends le taxi, c'est pas moi qui achète l'essence. Je prends l'avion, c'est pas moi qui achète le kérosène. Il faut bien que ça avance, tous ces véhicules. Du coup, c'est dans le scope 3. Quand mes salariés se déplacent pour aller au bureau avec leur véhicule personnel, c'est du scope 3 parce que c'est pas l'entreprise qui a acheté l'essence pour ses salariés. Quand je suis un supermarché, que j'ai mes clients qui viennent dans mon supermarché, eux aussi ils ont émis des gaz à effet de serre. Du coup, c'est aussi dans le scope 3 parce que c'est pas le supermarché qui a acheté l'essence pour ses clients, etc. Donc, par défaut, tout est dans le scope 3 sauf s'il y a un pot d'échappement ou une source vraiment ou si c'est de l'énergie. C'est là où on peut parler de complexité parce que les grands groupes jusqu'à présent, ils étaient sur un scope 1 et 2, donc finalement ce qui est interne à l'entreprise ou ce qu'ils émettent en carbone, en gaz à effet de serre, alors que là on leur impose de gérer jusqu'au scope 3 et du coup tout est mélangé pour finalement les moyennes entreprises qui vont arriver d'ici 1-2 ans où ça va être obligatoire, il y aura tous les scopes à intégrer d'un coup, quoi. Tout à fait. Donc là, ça va être d'autant plus difficile à être responsable finalement. Parce qu'autant tu peux être responsable de tes affaires, de ce qui se passe dans ta boîte, de tes produits, de tes émissions. Mais après, quand on est impliqué, tous les autres prestataires, que ce soit en sous-traitant, en amont ou en aval client, c'est encore plus compliqué. Oui, et c'est pas un sujet anecdotique parce qu'en fait, plus on est sur une entreprise de service, plus le scope 3 a importance. Typiquement, une entreprise tech lambda ou d'entreprise service lambda, on est sur 95 à 99% sur le scope 3, parce qu'en fait, on n'a pas tant de véhicules ou pas tant de consommation d'énergie, et il se trouve qu'en France, l'électricité est déjà largement décarbonée grâce au nucléaire et aux renouvelables. Et surtout quand les bâtiments, les entreprises sont pas propriétaires, en plus, locataires, on est locataire, du coup, on peut pas faire grand-chose. On n'a pas d'accès, on peut pas facilement réduire les émissions, donc en fait, assez vite, on se dit que les vrais enjeux, ils vont être sur les déplacements, quand on prend l'avion, la durée de vie de son matériel informatique, parce qu'en fait, c'est la fabrication du matériel qui a le plus d'impact. Du coup, le faire durer plus longtemps, c'est un vrai bon sujet, plutôt que faire moins d'emails, ça c'est un non-sujet. Et 80%, 80% de l'empreinte, c'est la fabrication du matériel, voilà, tout à fait. c'est sur la fabrication et du coup l'extraction de matières premières qu'on a en amont. Ouais. Exactement. Et du coup, après sur les entreprises plus industrielles, on peut avoir le scope 1 et 2 qui peut représenter 10, 15, 20, 30, jusqu'à potentiellement 50% pour la grosse industrie, voire beaucoup plus pour une aciérie, mais le cas général, la plupart des entreprises, elles n'ont pas des léminoirs, elles ont les grosses activités très industrielles et énergie intensives qui sont en amont de leur chaîne de valeur. Du coup, ça pose la question de c'est quoi les leviers que j'ai très concrets dans ma boîte, parce qu'il y a quand même des choses à faire, même si c'est du scope 3, c'est moi qui ai la main sur l'IT et sur les déplacements, et vis-à-vis de mes fournisseurs et de mes clients, si on se dit qu'il y a 2 scénarios, soit on arrive à avoir une économie bas carbone, soit c'est globalement la cata pour tous, donc ça veut dire qu'il va falloir faire une économie bas carbone. Donc comment mon entreprise a fait pour encore exister dans 20 ans sans avoir un business model qui, par by design, est extrêmement dépendant des fossiles. Alors, est-ce que justement, c'est pas un peu piégeux de se dire, si je rentre dans l'engrenage du bilan carbone, alors déjà, tu as dit, il faut le refaire chaque année parce que tu as un instant T de où t'en es et après ce qui se passe en année 2, 3, etc. Donc, c'est un peu, ok, je rentre dans l'engrenage et c'est ad vitam aeternam. Mais c'est aussi une crainte pour le DG de l'entreprise de se dire, mais là, ça va me pointer du doigt quelque chose qui fonctionne et potentiellement, ça va être une obligation de tout refondre ou de refaire les choses différemment et d'engager d'autres coûts que seulement un coût de prestation d'un cabinet pour passer un bilan carbone, quoi. Et ça, je suis pas sûre que toutes les boîtes sont prêtes à l'entendre aujourd'hui. C'est vrai que il y a un moment, on peut pas
continuer de se dire qu'on va réduire les émissions et pas mettre en face les équipes et les moyens pour. Et si c'était faisable à ISO coût, ISO complexité, ISO équipe, on l'aurait déjà fait. On peut parler, on peut mettre les termes qu'on veut, décroissance, croissance verte, bref, on dit ce qu'on veut, mais il y a un moment, il faut s'y mettre et ça va pas être automatique et ça va nécessiter du temps. Le point qu'on peut se dire, c'est les secteurs qui ne sont pas vigilants ou qui préfèrent temporiser, ils risquent d'avoir un contre-coup réglementaire ou consommateur encore plus fort, où pour le coup, là, on n'aura vraiment pas le temps de s'adapter. On a aussi un sujet au sein d'un secteur, si on est plus proactif sur ces sujets, ça commence quand même à devenir un enjeu, on va dire, stratégique, de différenciation, un enjeu marketing, un enjeu de positionnement. On va pas se mentir, ça permet pas forcément d'avoir le premium de prix qu'on souhaiterait avoir, mais ça va commencer à devenir un peu une condition nécessaire de mesurer son bilan et de prendre des engagements de réduction, simplement pour continuer à exister quand on a des appels d'offres. On voit que la part de la partie RSE au sein de la RSE, de la partie environnement dans les appels d'offres des grands groupes ne fait qu'augmenter. Et d'une certaine manière, on va devoir mesurer son bilan carbone, de son obligation réglementaire, demande des grands groupes, demande des investisseurs. De deux choses une, soit on le subit, on se dit, allons au moins cher, remplissons, cochons la case, et ça fait un rapport qui cale une chaise, ou une armoire, au choix. Ou alors on se dit, il se trouve que cet outil permet d'identifier des actions intéressantes qui permettent de positionner mieux sa boîte pour l'avenir, d'engager ses salariés, et on verra en fait combien ça coûte, et on verra si on se dit que c'est le bon moment d'investir, ou si on investit dans 1 an, 2 ans, 3 ans là-dessus. Mais on sait qu'à un moment, on va devoir le faire, et plus on attend, plus on risque d'être pris comme un lapin dans les phares sur ces sujets. Je vois bien le côté lapin dans les phares en mode figé et de se dire est-ce que j'ai pas réagi trop tard finalement. Et là-dessus, pour partager des exemples, on a déjà eu des entreprises qui nous ont contactés parce qu'ils avaient un appel d'offres dans 3 semaines où la partie carbone, c'était une des demandes. Et c'est un peu chaud ça, 3 semaines. C'est un peu court pour faire Donc on a fait une photo pas aussi précise que on voudrait, mais on leur a permis de dire qu'ils avaient travaillé sur leur bilan carbone, même si il fallait normalement 2 mois. Mais entre cette première année où on voit, OK, ça commence à être demandé par nos clients grands comptes, et l'année 3, maintenant on est remonté au niveau de tout le groupe, on a fait un bilan sur l'ensemble du groupe, puis là on refait un bilan et une stratégie acte pas à pas pour vraiment construire quelque chose de pérenne, car on est dans le secteur industriel où les grands comptes, ils avancent aussi sur le sujet. Donc on voit qu'en 2 ou 3 ans, on peut passer de on est pris au dépourvu à on s'engage dans quelque chose de beaucoup plus structurant pour l'entreprise. Et ça, c'est un exemple. J'en ai des dizaines d'entreprises qui sont à différentes étapes de ce niveau d'avancement. Et on parle d'entreprises, c'est pas le CAC 40 ou le SBF 120, c'est des entreprises de quelques centaines à quelques milliers de collaborateurs pour qui le sujet était non existant il y a 3 ans et qui maintenant ont recruté une personne au niveau groupe pour ensuite animer le travail avec les filiales et qui débloquent des budgets pour avancer dessus parce qu'ils ont bien vu que ça devient une condition nécessaire pour exister auprès des grands groupes. Alors, tu as abordé 2 points, justement. On peut commencer un bilan carbone qu'avec une entité et pas forcément toute la boîte. Est-ce que c'est forcément une filiale entière ou est-ce que c'est un département? Comment ça marche? En vrai, on choisit le périmètre qu'on veut. Là, j'enlève la partie obligation réglementaire de faire le bilan, mais en soi, si on est dans une démarche volontaire, il faut juste pas se mentir et se dire, si on prend un périmètre, une direction, dans ce cas, j'enlève les services généraux. Voilà, non, ça marche pas. Voilà, si on se dit qu'on veut prendre l'empreinte d'un service IT, il faut compter le cloud et le matériel informatique. Et dans le matériel informatique, il faut prendre tous les types de matériel et pas enlever les projecteurs parce qu'on n'a pas envie. Voilà, il faut suivre une méthodologie. Après, on peut se dire, on met pas d'action de réduction sur les projecteurs parce qu'on sait qu'on va arrêter d'en acheter et que ça n'a pas de sens de réfléchir à ce sujet, on l'entend tout à fait. Mais il ne faut pas tordre la méthodologie qui a été définie il y a déjà 20 ans. C'est pas, de toute façon, ça ne sert pas à se comparer avec d'autres entreprises et ça ne sert à rien de se mentir sur le sujet parce que de toute façon, la réalité va nous rattraper. Ok, donc on peut définir son périmètre, mais tant qu'à faire, peut-être une filiale entière et avancer comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu as parlé de 3 semaines en réponse à un AO, que normalement, du coup, c'est plutôt 2 mois. Alors c'est ma question, combien de temps ça prend de faire un bilan carbone? En fait, ça dépend très fortement des équipes qu'on a et du niveau de précision qu'on souhaite avoir.
Si on veut faire quelque chose de très rapide, en quelques semaines ou même en quelques jours, on fait un petit sondage auprès des collaborateurs et sur leur déplacement, on prend 3 données financières et 2 factures d'électricité. C'est pas précis, ça permet de cocher la case, mais globalement, ça va pas servir à grand-chose. Si on veut faire un travail où on implique les différentes directions, donc typiquement les services généraux, les RH, la finance et les achats, et après, selon l'organisation, ça peut être activité de production, directeur de site d'usine, logistique. Il faut se dire qu'on se fait un vrai kick-off, que récupérer les infos, ça prend plusieurs semaines, qu'on a besoin d'un peu d'aller-retour pour s'assurer qu'on comprend bien les informations. Du coup, on a du mal à dire qu'une entreprise de quelques centaines de collaborateurs qui est sur plusieurs sites va arriver à faire ça en moins de 6 semaines. Non pas parce que ça prend 6 semaines pour les gens, en fait c'est quelques heures de boulot pour les différentes personnes, mais déjà trouver un créneau où il y a 6 personnes de disponibles dans l'entreprise, puis se mettre d'accord sur toutes les 2 semaines on se reparle, quel est le créneau qui marche pour tout le monde, les personnes ont des congés, des vacances, etc. Très vite le temps file. Donc une entreprise de taille raisonnable, hein, quelques sites et quelques centaines de salariés, si on arrive à le faire en 6 semaines, c'est déjà très bien. Ça dérape souvent Ça, c'est sur le plus court et le plus court. Et en après, moyenne, on va dire. après, nous, on essaie de J'irai faire pas en forcément au 2-3 plus long mois. On essaie de faire en 2-3 mois. Il y a un autre enjeu enjeu. qui est de se dire, quand on se donne une date de démarrage, donnez-nous une date de fin. On sait qu'on va déborder un peu, mais si on se donne pas une date de fin, vu qu'on peut toujours affiner les chiffres, Ouais. en fait, on peut se retrouver à finir son bilan au bout d'un an. Et en fait, ça démotive un peu tout le monde. On travaille sur les données d'il y a super longtemps. Et après, il faut tout Et recommencer. après, il Parce faut qu'au recommencer. final- Et potentiellement, il s'est passé des choses entre-temps. On a changé des fournisseurs, on a mis en place des actions. Donc, en fait, les chiffres qu'on regarde sont même plus à jour et les gens s'y retrouvent plus. Il peut y avoir du turnover dans les équipes. Donc, en fait, il y a un intérêt à la fois ramasser la durée pour que ça soit un vrai projet et pas quelque chose qu'on fasse au fil de l'eau quand on a un moment, mais à pas se donner des deadlines irréalistes pour pas que ça j'allais dire disrupt le day-to-day, mais en gros que ça ne mette pas dans une situation intenable les équipes à qui on demande plein d'infos et elles ont leur boulot à côté, Parce ça que marche pas. c'est ça. On sait que l'opérationnel est déjà très tendu. Pour ajouter un projet supplémentaire. Donc là, il y a forcément cette question de, certes, ça va coûter un prix, mais c'est aussi du temps pour les équipes. Est-ce qu'elles vont réussir à trouver ce temps-là? Est-ce que tu as quelques exemples? Je sais pas, là, tu parlais du service RH. Ils ont besoin de fournir quoi comme info? Typiquement pour les services RH, on a besoin d'eux pour l'évaluation des déplacements domicile-travail des collaborateurs. Donc pour ça, soit on prend un registre du personnel sur lequel il y a les adresses des personnes et leur lieu de travail, on peut faire une estimation. Soit si on est sur des populations qui ont des adresses email, dans ce cas, on a un petit questionnaire qui prend 3 minutes à remplir par l'ensemble des collaborateurs et ça permet comme ça d'avoir une évaluation très précise. Il y a des cas où en fait on a des populations qui n'ont pas d'email, du coup il faut quand même arriver à sortir une estimation. On a également un sujet qui peut être soit chez les RH, soit au contrôle de gestion, soit à la finance, ça dépend. C'est tout ce qui est notes de frais, les déplacements, nuit d'hôtel et autres. Et selon les entreprises, c'est un non-sujet, parce qu'il y a le directeur qui prend 3 fois le taxi dans l'année, ou c'est le cœur du sujet, parce qu'on a des équipes commerciales Qui ne font que ça. qui font que ça, qui passent leur vie dans l'avion, dans la voiture et dans le train. Et donc là, il faut être assez précis. Et donc là, on peut avoir soit des logiciels de gestion des travels, soit il faut aller un peu à la pêche aux infos avec le contrôle de gestion. Donc ça, c'est un peu les 2 sujets classiques pour la fonction RH. Pour donner un autre exemple classique sur la fonction services généraux, là, c'est plutôt les consommations d'électricité, la maintenance des appareils de climatisation et les volumes de déchets, soit combien il y en a en ordre de grandeur, soit quand c'est des entreprises industrielles, il y a carrément des bordereaux de suivi de déchets parce qu'on paye les déchets au poids. Donc voilà, c'est un peu... Oui, mais il y a de plus en plus, là, enfin, si je prends le zoom sur les sociétés de gestion des déchets, il y a de plus en plus maintenant les tableaux de reporting à fin d'année sur quel type de déchets a été récolté, recyclé. Enfin, il y a déjà toutes ces infos-là. Donc en fait, pour vous, c'est facile, c'est de se dire, filez-moi le bilan pour peu que le prestat soit déjà bien choisi et dans cette démarche-là. Exactement. En fait, le bilan carbone, c'est plus quelques dizaines de sujets qu'on maîtrise pas parce que en tant que responsable RSE, c'est pas son métier de gérer la logistique et de gérer les achats. Mais pour l'interlocuteur dans l'entreprise, si on demande au responsable logistique, il me faudrait les émissions de gaz à effet de serre de tel transporteur, il dit
Oui, j'ai déjà le reporting où je leur demande par email et ils me répondent dans la semaine ou sous 2 semaines. Et là, on a le chiffre, on a l'info qui vient du fournisseur, qui a déjà été vérifié potentiellement même par un expert indépendant de leur côté. Par contre, si on est juste le Respo RSE et qu'on met pas dans la boucle la bonne personne, bah en fait, on est un peu face à un mur. On n'a pas l'email du prestataire de transport, on n'est pas au courant qu'il y a une obligation légale là-dessus, et on est sûr de perdre beaucoup de temps. Donc, il y a un vrai enjeu au début de se dire, bah, c'est quoi la petite gouvernance sur la donnée environnementale qu'on veut mettre en place. Et cette gouvernance, c'est pas très compliqué, hein, c'est quelques personnes dans la boucle qui vont se reparler toutes les 2-3 semaines pour s'assurer que les choses remontent. C'est également ces personnes-là dont on va avoir besoin pour mettre en place les actions de réduction. Donc, dans tous les cas, il De faut toute mettre façon, ça en elle sera place. impliquée. Voilà, Ouais. il y a un peu cette gouvernance un peu transverse que la RSE doit contribuer à mettre en place pour produire de la donnée qui permet ensuite d'agir. Et le bilan carbone, c'est pour le coup une méthode assez normalisée qui permet de savoir ce qu'il faut aller chercher comme information. Et alors, côté service marketing, communication ou des agences qui seraient qu'en agence de market, en agence de com ou de pub, il y a quoi comme critères? Là, on a parlé RH et services généraux, mais pour nous, marketeurs et communicants. Ben, là, ça va dépendre de ce qu'on entend par marketing et communication. Si mon cœur de métier, c'est d'être une agence de com, fondamentalement, j'ai des bureaux, des services et je Là, produis je je rentre dans le produis des cadre. slides et du coup, j'ai besoin des services généraux, de la finance des achats. Il y a pas de spécificité métier. Et si mon cœur de métier, c'est le marketing, la communication, au final, je ne produis potentiellement que des prestations intellectuelles. Donc, je suis pas différent d'un autre cabinet de conseil ou voire d'un cabinet d'avocat, d'un point de vue carbone, même si c'est très différent comme métier. Après, il y a le cas où je vais être sur de la communication plus digitale. Donc là, il y a des données à récupérer typiquement auprès de cloud providers pour comprendre quel est des gestionnaires de data center, Mhm. en bon français, qui eux-mêmes font déjà les calculs. Ça n'existait pas il y a 3-4 ans, mais maintenant on a les informations de Google, OVH, Amazon Web Services. On a les informations. Tous les hébergeurs. Tous les hébergeurs Mm. produisent des calculs. Du coup, si on parle au responsable infrastructure ou IT, ben, il va être capable de sortir l'info en se connectant sur la plateforme. En Euh, mode, quel est le volume de données Volume qu'on de données, volume de représente? CO2 Mm. représenté par l'ensemble des services qu'on utilise sur le cloud. Euh, il, Donc, on n'a pas besoin de le faire au fichier près ou à la campagne près. On peut avoir il commence à y une avoir des donnée. solutions, Greenbit par exemple, qui permet de faire ou DK, pour citer des acteurs spécialisés sur l'empreinte carbone, respectivement sur la pub en ligne et sur la communication et le marketing. Donc il y a des outils qui se développent pour les fonctions marketing et communication pour évaluer l'empreinte à la campagne. Il y a le SRI, le syndicat des régies Internet, qui a développé une méthode open source de calcul là-dessus. Là, on peut se dire, bah, j'ai tant d'impressions auprès de tant de cibles sur tel type d'appareil. Donc l'empreinte carbone du bid entre DSP, SSP, enfin bref, il y a toute la chaîne très détaillée avec tous les calculs, et on peut comme ça faire un calcul, c'est son cœur de métier, faire un calcul très précis, avec plein de limites méthodologiques, mais c'est des sujets qui avancent assez vite, sur l'empreinte d'une campagne digitale selon les différents types de canaux. Donc ça, Parce c'est un métier en soi. on a toujours l'impression en fait que le digital est immatériel. Or, il est excessivement Il matérialité. faut de l'électricité, Euh, des matériaux et des métaux pour faire tourner tout ça. c'est Donc il ça. y a une Donc, empreinte on a associée. besoin et forcément, quand on est au market à la com, on va produire du contenu qui va aller sur un site web, sur les réseaux sociaux, qui vont durer ad vitam aeternam. Donc, la question sera peut-être de se dire, quid de mes emailing ou d'une durée de vie, ou de se dire, bah tiens, mon post sur tel réseau social, il va durer, j'en sais rien, 6 mois ou 2 ans, mais pas ad vitam aeternam. On a travaillé par exemple avec Sendinblue, Mm. Brevo maintenant. Ouais, c'est vrai. Et un des sujets sur lesquels ils travaillent, c'est justement d'avoir des emails avec expiration automatique, parce qu'en fait, ça, quand on a fait le calcul d'ordre de grandeur, ça consomme beaucoup d'énergie de faire tourner un ordinateur à 30 watts pour cliquer sur Gmail pour dire qu'on veut supprimer un email. Ce serait quand même beaucoup mieux que tous les emails, on va dire, transactionnels, marketing, temporaire, je sais pas, il y a une vente privée par exemple. Bah, le lendemain de la fin de la vente privée, l'email, il Il sert plus à disparaît. rien. Donc autant avoir des systèmes de suppression, de délétion automatique des emails. C'est des sujets sur lesquels les acteurs de l'emailing travaillent, parce qu'ils sont bien identifiés que c'est un sujet. Et donc là, on a parlé de marketing digital. Oui.
Il y a encore un autre type de marketing, c'est tout ce qui va être le print, PLV et autres. Donc là, c'est encore un autre sujet. Et il y a encore un autre sujet, tout à fait, qui est plus l'événementiel et les salons. Donc en fait, on voit que c'est à chaque fois des métiers très différents. Là, le print, c'est un sujet plus d'encre, de papier, de logistique. Mais finalement, je pense qu'il a été un des premiers sujets traités sur cette notion d'empreinte environnementale. Oui. On a commencé avec le papier en se disant, oh là là, faut arrêter toutes les impressions. Et c'est parce que c'est plus simple à mesurer aussi. C'est parce qu'on le voit. Et les grands acteurs qui produisent du papier et en amont de la chaîne de valeur, les scieries et autres, sont des acteurs qui sont soumis à des réglementations carbone depuis le protocole de Kyoto, parce que c'est des gros actifs industriels qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre parce qu'ils consomment énormément d'énergie. Du coup, en fait, l'amont de la chaîne de valeur sur le bois et le papier est relativement bien documenté. Et après, compter le volume de print qu'on a fait, ma foi, on a des bons de commande. Et c'est des sujets qui, no offense pour nos amis du marketing print, bougent un petit peu moins vite en termes de format et sont plus simples à suivre que la foultitude de formats digitaux où tous les 6 mois, il y a des nouveaux formats qui existent sur des nouveaux réseaux sociaux qui n'existaient pas il y a 2 ans. Donc c'est quand même un peu plus simple à suivre. Et après, il y a le sujet événementiel, qui est encore là, l'enjeu sur l'événementiel, c'est les déplacements des gens. Oui, c'est ça. C'est pas les spots et la moquette, même si c'est bien de la réutiliser. Le vrai enjeu, c'est si les gens ils viennent de l'autre bout de la planète pour aller sur un stand avec une moquette qui est faite en chambre. Ne parlons pas des JO, du coup. Voilà. Du coup, là, l'enjeu, il est beaucoup plus sur les enjeux de business model. Et là-dessus, on travaille. C'est pas de l'événementiel, mais c'est vrai. On travaille avec Châteauforme. Donc, le cœur de métier, c'est de permettre aux collaborateurs d'une entreprise de se retrouver dans un endroit sympa pour des séminaires. Il y a des vraies questions de quel est le maillage des sites pour que les clients se retrouvent pas à faire des déplacements, on va dire typiquement en avion. Donc il y a un sujet à quel point le maillage est dense, à quel point les durées de séjour sont longues pour arriver à justifier un déplacement qui puisse être en train qu'en avion, par exemple. Oui, ça c'est repenser aussi d'autres, tout comme on va être amené à repenser le business model, c'est aussi repenser tout ce qui est autour. Et ça, c'est ce qui a permis de montrer un bilan carbone. Sur d'éviter des frustrations aussi, de la part des collaborateurs ou de la part des clients. Oui, parce qu'on ne va pas être des moines soldats et expier des péchés jusqu'à la fin de nos vies. Il faut que ça soit quand même un peu sympa d'avoir un mode de vie bas carbone. Oui. Et c'est aux entreprises et aux citoyens et aux politiques de travailler dessus. Et donc, c'est aux entreprises de voir ce qu'elles peuvent faire différemment ou proposer comme service différent pour que ça ne soit pas une espèce de punition de consommer différemment. Et attention, warning, greenwashing aussi, à éviter. Voilà. Tout est lié de toute façon. Tout est forcément lié. C'est aussi pour ça que je trouvais intéressant d'aborder cette notion de bilan carbone et d'essayer de comprendre un peu davantage. Donc, on sait ce que c'est maintenant qu'un bilan carbone, en quoi ça consiste, les scopes 1, 2, 3, combien de temps ça prend, qui est impliqué, quel type d'indicateurs ou de données on peut récupérer de l'entreprise. Maintenant qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on en fait après? On les stocke quelque part, vous les avez, on peut les récupérer, les analyser. Comment ça se goupille si j'aborde cette partie data? Alors là, je reviens sur un concept que j'ai expliqué très brièvement. Les données de l'entreprise, on les multiplie par des équivalents carbone pour obtenir le résultat en gaz à effet de serre. Donc, nombre de kilomètres parcours en avion, kilowattheure d'énergie, litres d'essence, etc. On met un équivalent carbone en face. Et c'est ça, la partie qui est un petit peu technique. Ça reste une multiplication, mais il y a des centaines de milliers de facteurs d'émission. Donc c'est là où le fait d'avoir soit un consultant, soit une plateforme, soit un mélange des deux, permet de gagner du temps et éviter de se faire des nœuds au cerveau, parce qu'on bosse avec quelqu'un dont c'est le métier de faire ce calcul. Et une fois qu'on a cette photo des émissions, il y a un peu deux choses. Ça va être de l'analyser pour voir ce sur quoi on peut travailler et de voir auprès de qui on peut communiquer sur quoi. L'analyser et voir ce qu'on peut faire pour réduire les émissions. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même plein de sujets où globalement on sait ce qu'on pourrait ou devrait faire à court, moyen, long terme. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire qu'on n'est pas totalement démuni à se dire on a des voitures, qu'est-ce qu'on fait? On utilise du cloud on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. En fait, il y a quand même plein de sujets où on sait qu'il faut du cloud en France parce que ça consomme moins d'énergie, qu'il faut essayer de
d'avoir l'usage le plus sobre du numérique, qu'il faut des véhicules électriques quand il n'y a pas d'autres solutions, et sinon des mobilités douces et des transports en commun, bref. Et faire des visios plutôt que des déplacements longs quand c'est pas absolument nécessaire. Bref, il y a plein de leviers. Et quand on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, il faut faire toute la liste. Parce que vu l'ampleur du défi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, Il faut va falloir tout cocher. ouais. On choisit l'ordre. C'est d'abord on prend soit le dessert, soit l'entrée au début, mais à la fin c'est entrée plat dessert pour tout le monde. Absolument, falloir tout faire. Et dans tous les Avec le pays, cocktail en entrée. avec le cocktail, les amuse-bouches en 7 plats, cornet et vin, voilà. Va falloir absolument tout faire. Et y compris renoncer à certaines choses, de la sobriété, etc. L'intérêt du bilan carbone, c'est que vu qu'on met tout en CO2, ça permet de comparer littéralement des choux et des carottes. Enfin, on peut comparer quel impact ça a d'avoir des contrats d'énergie verte versus de réduire les vols moyens courriers versus d'installer des véhicules, des bornes de recharge et avoir des véhicules thermiques, des véhicules électriques, pardon. On compare tout en CO2, alors que c'est même pas forcément les mêmes gaz, c'est pas les mêmes horizons de temps, c'est pas les mêmes types de services, ça peut être du numérique, du transport, enfin, tout est en CO2. On remet tout au même niveau. Tout est dans la même unité, donc ça permet d'une certaine manière, faciliter les arbitrages, les priorités entre des services différents, des horizons de temps différents, des budgets différents. On peut se dire, à ISO-budget, autant si j'ai 10 000 euros pour investir dans les actions de réduction, autant les mettre sur là où ça réduit le plus le CO2. Donc ça, c'est la partie plus de plan d'action. Donc il y a générer des idées. Là-dessus, on y reviendra aussi sur l'accompagnement d'Axio, mais c'est peut-être le moment de dire les équipes de consultants qui viennent et qui récupèrent cette data. Quand il y a la restitution du plan, des résultats du bilan carbone, justement, ils sont à même de proposer des axes d'optimisation, d'amélioration à court, moyen, long terme. Comment ça se passe, le rendu du bilan carbone? On propose toujours une sorte de matrice sur des actions par impact et faisabilité, parce qu'on va pas se mentir, il y a des sujets plus ou moins simples à mettre en œuvre. Et nous, on a déjà sur notre plateforme quelques centaines d'actions de réduction, dont certaines, on a même déjà écrit dans tel scénario, ça permet de réduire de temps les émissions de gaz à effet de serre. Après, on n'est pas expert de tout. On connaît bien le carbone, mais on n'est pas expert du boulon de 12 ou de la fabrication de chaises en osier. Je regarde autour de moi. Donc, il y a un moment, l'empreinte carbone de l'osier, on a peut-être besoin de parler avec des gens des achats et des gens du métier pour ensemble construire les solutions, sachant que si on n'a pas fait l'osier, on a peut-être fait d'autres matières, et si on n'a pas fait les chaises, on a peut-être fait d'autres meubles. Donc on a quand même 2-3 idées qui vont venir. Donc c'est forcément un travail, le terme est galvaudé, mais un peu de co-construction, où nous on arrive avec notre vision carbone, les entreprises avec qui on travaille ont leur expertise métier. Il y a des sujets un peu classiques, ont toutes les entreprises, honnêtement, on a déjà un peu les réponses. D'autres sujets qui sont très spécifiques au métier de l'entreprise, où on n'a pas toutes les réponses, mais on les construit ensemble. Et en général, il y a quand même beaucoup d'idées qui viennent déjà des clients avec qui on travaille. Et ça permet de poser une base factuelle et de mettre un chiffre sur l'objectif de réduction. C'est souvent ça le cas qu'on a. On n'arrive pas en mode Deus Ex Machina avec plein d'idées et les gens disent « Ah oui, voici la vérité révélée ». Fort heureusement, il y a plein de personnes qui ont déjà réfléchi au sujet, qui ont plein d'idées. Ça permet simplement de s'assurer que c'est les bonnes priorités en termes d'impact CO2, en comparant une fois de plus tout et n'importe quoi dans l'entreprise. Donc ça, c'est l'intérêt la première chose qu'on va faire avec le bilan, c'est hiérarchiser, prioriser et voir quelle personne dans l'entreprise peut avancer sur quel sujet. Et le deuxième sujet qu'on va avoir, c'est comment on communique là-dessus. Parce qu'en fait, si on a une petite équipe projet de 5-10 personnes qui a bossé dessus, c'est quid de du reste de l'ensemble l'entreprise, des quid collaborateurs. du COMEX, quid des investisseurs, quid de la communication auprès des clients, etc. Donc il y a un vrai sujet de communiquer à la fois de manière humble et fière. Humble parce qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais fier parce que on a quand même déjà réussi à faire un premier pas qui est d'avoir une photo sur les émissions, soit la première, soit la deuxième, de s'être mis autour de la table, d'avoir bossé dessus, d'être beaucoup plus autonome si on veut le faire, si on veut mettre ça à jour les années d'après. Et on a identifié 3, 5, 10 sujets sur lesquels on veut avancer sur les 3, 6, 12 mois à venir. Donc il commence à y avoir une démarche qui se met en place. Et donc ça, il y a besoin de le communiquer. Donc on peut communiquer auprès de l'ensemble des collaborateurs. On a déjà fait des calls comme ça où il y avait 400 personnes connectées pour présenter les résultats du bilan. Et donc et du coup, appel à volontaires pour travailler sur le plan d'action. Voilà, on en a besoin dans les différentes fonctions, dans les différents pays.
Voilà, vous écrivez responsable impact juste après, et comme ça, on arrive à créer des équipes un peu transverses. Il y a un sujet de communication auprès des investisseurs institutionnels des banques. Et il y a un sujet de communication typiquement sur le site web ou sur les fiches produits auprès d'un public plus large, client ou prospect, pour indiquer que on a fait un travail de mesure sérieux et on avance de manière résolue, progressive et pas trop bullshit pour faire bouger les choses concrètement. Et on verra bien jusqu'où on arrive à avancer, sachant qu'on en a pour quelques décennies. Alors là, il y a un peu de recul entre les premiers clients de 2020-2021. Là, on est en 2024. Est-ce qu'il y a déjà des clients accompagnés depuis le démarrage et du coup en année 2 et 3 où tu vois une baisse, je dirais pas significative, mais suffisamment intéressante pour en parler? C'est une des grandes frustrations, c'est que on a autant sur certains sujets, sur du scope 1, scope 2, on peut voir des éléments, des passages sur des véhicules à l'électrique, des achats d'électricité verte dans des pays où l'électricité est carbonée, des projets pour installer des panneaux solaires, donc ça on a des exemples. Autant sur le global, on a ce sujet de la précision des émissions sur le scope 3, notamment des fournisseurs, qui fait que même si on a fait des choses, on avait des incertitudes qui permettent pas de dire en toute intégrité. Là, on est passé de 12 à 10. Ça serait pas honnête de le dire, parce qu'en fait, on est passé de un 12 estimé à partir de moyenne sectorielle à un 10 à partir de données fournisseurs. Du coup, est-ce qu'on parle de la même chose? Pas forcément. Et est-ce qu'on a vraiment baissé de 20%? En fait, on reste dans l'ordre d'incertitude sur ces calculs. Donc, on peut pas aujourd'hui, nous, et c'est un sujet où je pense que dans 2 ans, on aura quand même plus de billes là-dessus, on peut pas isoler un client et dire, on a le scope 1, le scope 2, le scope 3 qui ont baissé de X, Y et Z, sachant qu'en plus, on a souvent des entreprises qui sont elles-mêmes en croissance. Du coup, il y a un sujet de d'abord arriver à décroître les émissions en intensité carbone par euro de chiffre d'affaires avant d'arriver à vraiment les réduire en valeur absolue. Ça ne veut pas dire que sur le scope 1, scope 2, on n'a pas des clients qui le réduisent en valeur absolue, ça on en a. Mais au global, souvent, c'est des entreprises qui croissent assez, qui se développent. Et du coup, leurs émissions, on a du mal à prouver qu'elles diminuent en valeur absolue. Ça, c'est quand même un gros challenge collectif qu'on va avoir. Et un dernier point là-dessus, c'est que c'est même pas forcément souhaitable que toutes les entreprises réduisent leurs émissions en valeur absolue. On a sûrement besoin que les entreprises, pour citer deux clients, CLNC ou Vestiaire Collective, dont le cœur de métier, c'est la seconde main, on a sûrement envie qu'elles croissent très vite pour qu'il y ait une économie plus circulaire. La conséquence de ça, c'est qu'il y a d'autres secteurs de l'économie qui devraient moins croître ou décroître. Pour tirer sur une ambulance genre Shein ou Tomu, je crois. Typiquement, sur la fast fashion. La fast fashion, on aurait plutôt envie qu'elle arrête de croître et qu'elle disparaisse un peu comme le quick commerce. Et enfin, rien contre le quick commerce, c'est juste que sur la hiérarchie des priorités, il y a d'autres choses à faire avant. Et qu'on ait des acteurs de la seconde main. Le Bon Coin, Vinted, Vestiaire Collective, Easy Cash, bref, on prend tous les acteurs anciens, modernes, plus ou moins trendy, luxe, bref, tout le monde qui contribue à avoir une économie beaucoup plus circulaire. Compliqué de dire qu'on peut réduire toutes les émissions. Oui, on est sur deux notions. D'un côté, l'axe croissance ou décroissance, ou potentiellement décarbonation ou entreprise régénérative. Exactement. Et pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, on peut très bien être sur de la croissance tout en faisant attention à décarboner. Oui, et le bilan carbone ne va pas être capable de porter un jugement de valeur sur le fondement du business model d'une entreprise. Ça va simplement être une photo des émissions de manière exhaustive qui suit une norme qui permet de s'assurer qu'on n'oublie pas des choses et qu'on est cohérent intellectuellement. Et après, la question de pourquoi ces émissions existent et est-ce que la trajectoire de l'entreprise est compatible avec un monde qui doit se décarboner fortement à horizon 20 ou 30 ans. Ça sera jamais dans les chiffres, ça sera des gens autour d'une table qui vont réfléchir en leur âme et conscience sur mon entreprise dans 30 ans, si elle existe encore, à quoi elle sert. C'est ça. Oui, non, mais on est complètement en phase là-dessus et c'est justement un point d'alerte aussi que je fais avec le podcast Marqueur, c'est de pouvoir se dire quid là maintenant 2024-2025 d'un changement de business model complet pour arriver en 2050 à quelque chose qui est utile
aussi bien pour des clients consommateurs, mais utile pour la planète. En fait, c'est surtout dans cet axe-là pour nos générations futures, nos enfants, petits-enfants ou autres, ils se sentent bien dans leurs bottes. Et ça, c'est un sujet qui est de manière assez légitime source d'anxiété, parce qu'en fait, c'est assez vertigineux de voir se projeter dans on va dire une structure économique qui n'a jamais été faite. On n'a jamais eu d'économie d'économie industrielle moderne décarbonée. Voilà, ça n'a jamais été vraiment fait. Donc ça pose pas mal de questions sur ce que doit changer l'entreprise, à quel rythme, par rapport à ses clients, ses fournisseurs, ses financeurs, et ses etc. concurrents, des fois, parce qu'en fait, tout à fait. il peut y avoir une phase d'immobilisme ou, au contraire, de forte envie de se développer ou d'innover, justement par rapport à un positionnement des concurrents et du marché. De se dire, aujourd'hui, est-ce que c'est au leader de bouger? Oui, mais potentiellement un challenger d'être complètement disruptif, pourquoi pas? Et là-dessus, il y a un concept que j'aime bien, et je vais expliquer pourquoi j'en parle, qui est le triangle de l'inaction, qui en fait, les politiques, les entreprises et les consommateurs ont chacun tendance à renvoyer la balle à l'acteur en face. C'est-à-dire, les entreprises vont dire, moi je respecte les lois, mettez des réglementations exigeantes, mais n'oubliez pas qu'il y a la Chine en face. Je veux bien vendre des produits qui sont très durables, mais ils vont coûter plus cher et problème de pouvoir d'achat. Donc je suis bloqué des deux côtés. Les consommateurs vont dire moi je veux bien voter pour des politiques qui veulent avoir des mesures écologiques, mais j'ai quand même mes contraintes quotidiennes de pouvoir d'achat. Et je veux bien acheter des produits qui sont bien, mais juste aujourd'hui ce qu'on propose sur le marché c'est pas forcément durable. Et après il y a les politiques qui disent si je fais un programme qui est très exigeant sur l'environnement, personne ne vote pour moi. Et les entreprises, je risque de les couler. Du coup, ce qui va sûrement se passer, c'est que chaque maillon va un peu tourner d'un cran et permettre à l'autre maillon d'un peu bouger d'un cran, et donc ça va être un peu une dynamique un peu chaotique, progressive, et qui va durer pendant des décennies, et ça va pas se débloquer comme ça d'un coup d'un seul. Ça, c'est une vue de l'esprit. Et si je zoome sur la partie du triangle où il y a les entreprises, une entreprise, elle a des fournisseurs, elle dépend des fournisseurs, elle a des clients, elle dépend de ses clients. Elle a des concurrents, elle peut pas aller radicalement plus vite que ses concurrents si c'est plus cher ce qu'elle fait et si ses clients sont pas prêts à payer le prix. Et pour se financer, elle a besoin soit de dettes, donc des banques, soit de capitaux privés type fonds d'investissement. Et eux, ils vont pas financer à corps perdu, à fond perdu, pardon, une entreprise qui veut juste faire le bien. Ils ont quand même une raison sociale qui est de pas flinguer l'épargne des gens qui leur ont passé des sous. Donc, si on zoome sur la partie entreprise, on se tient aussi tous un peu par la barbichette. L'enjeu, c'est un moment de prendre du recul, de parler avec ses concurrents, parler avec ses fournisseurs, parler avec ses clients, parler avec ses financeurs, et dire, dans mon secteur, on s'est un peu concerté, comment on fait? Et on voit que sur certains sujets qui sont à horizon de temps très long, avec énormément d'investissements, typiquement décarboner l'acier, on voit que ça remonte au niveau de l'État, en mode, il faudrait une filière hydrogène. Du coup, c'est l'État qui finance ça avec des gros industriels et l'Union européenne qui met également de l'argent. Idem pour décarboner les véhicules électriques, il faut des centaines de milliards d'euros d'investissement sur la table. Du coup, on se donne une réglementation, et certains acteurs au début disaient l'électrique c'est pas bien. Maintenant ils disent on a lancé la construction de nos usines, maintenant ne rechangeons pas les règles et restons là-dessus. Sur d'autres produits qui sont moins capitalistiques, où il y a moins besoin d'investir pour 5, 10, 15 ans, on peut être un peu plus réactif, mais il y a quand même, quel que soit le secteur, ce sujet de se parler avec ses confrères et de créer des initiatives de place de marché pour pas se faire concurrence bêtement sur le climat et faire que collectivement, on propose ensemble des produits qui sont mieux. Et après, ils peuvent être plus chers et se pose la question de qui paye le surcoût. On prend moins de marge ou ça finit plus cher, mais globalement, on sait que on s'est mis d'accord ensemble avec ses clients, ses fournisseurs, ses concurrents, confrères, que c'est le sens de l'histoire pour son secteur. Oui, et ça fonctionne niveau France-Europe, mais quand on vient rajouter toute la couche internationale des politiques et de gestion
du commerce avec d'autres acteurs asiatiques ou américains, avec tout ce qui se profile, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est deux choses. Il y avait donc l'Europe qui met en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui a justement pour but, bon, sur certains produits, pas tous, mais les produits les plus carbonés, de faire que les quotas carbone qui étaient gratuits pour les gros industriels européens deviennent payants. Mais donc le corollaire de ça, c'est qu'il faut que les produits qu'on importe, on les taxe sur leur quantité d'émissions associées, pour que ça soit ISO en termes de taxation pour une production domestique intra-européenne ou des importations de pays extra-européens. Donc on voit qu'il y a ce mécanisme qui a été mis en place pour justement faire, on peut dire que c'est du protectionnisme, etc., Ouais. voilà, pour contrebalancer des effets. On voit nos amis américains avec l'IRA qui mettent en place des réglementations pour taxer très fortement les véhicules électriques si les batteries ne sont pas assemblées chez eux. Et on voit que la CSRD commence à faire des petits, notamment en Asie, où la Chine s'inspire d'un certain nombre de dispositifs réglementaires de la CSRD. Donc on voit que le sens de l'histoire, de toute façon, c'est de sérieusement décarboner l'économie et d'avoir des vrais changements et énormément d'investissements sur ces secteurs. Donc c'est forcément un peu chaotique, tout le monde tire un peu la couverture à soi, certains pays, certains secteurs ont envie d'un peu temporiser, mais globalement tout le monde est en train de réaliser que c'est en train de se mettre en route, que ça accélère fortement, et à chaque acteur économique de voir ce qu'il peut faire autour de lui pour contribuer à ce moment collectif. Et du coup, quid de la taxe carbone pour le consommateur ou pour l'entreprise sur le territoire? Vaste sujet. Je vais pas être capable de... En fait, moi j'ai le sentiment, mais je suis peut-être pas... je pense que ce serait mieux d'interviewer un économiste sur ces sujets, je sais pas, Christian Goulier ou d'autres là-dessus. Je pense que l'intérêt d'une taxation, c'est si elle permet de guider des acteurs économiques qui peuvent agir. Du coup, des acteurs privés, ça peut être pertinent, mais il faut que ça soit dans des secteurs où il y a un impact fort et où la prévisibilité sur les investissements et en termes de timing n'est pas trop déconnante par rapport à la prévisibilité sur l'augmentation de la taxe pour que les acteurs puissent investir pour éviter une taxe future. Sinon, ils vont juste préférer payer la taxe et pas réduire les émissions. Le but, c'est quand même... La taxe carbone, c'est une taxe qu'on a envie de ne pas lever parce que les entreprises décarbonent. Au niveau des particuliers, si je devais me poser une pièce, je parierais plus sur des réglementations où on fait que les garanties sur le matériel elles passent de 2 à 5 ans ou 10 ans et on met des normes de plus en plus exigeantes de modularité et de réparabilité sur les produits plutôt que mettre quelques euros de taxe carbone. Ou idem, je préfère avoir des réglementations sur les émissions sur les véhicules qui font qu'à terme, les industriels sont obligés d'électrifier leur gamme, plutôt que taxer les pauvres personnes qui ont un vieux véhicule diesel pour aller bosser. Globalement, ils n'ont pas de toute façon ils n'ont pas les moyens d'acheter quelle que soit la voiture. Ou alors sinon, c'est une solution de leasing, mais c'est aussi des frais supplémentaires. Exactement. Et là, typiquement sur le leasing, il se trouve que c'est l'État qui a fait un leasing pour les entreprises, pour les ménages qui le souhaitaient, leasing électrique, et ça a eu vachement de succès parce qu'en fait, c'est pas très cher, c'est moins cher en usage une voiture électrique. Simplement, il y a un coût d'investissement que les ménages sont pas forcément capables d'absorber. On a le même sujet sur la partie rénovation des bâtiments, C'est bien là où c'est compliqué aujourd'hui. On en dévie un peu du bilan carbone, mais c'est là où c'est compliqué aujourd'hui pour les foyers ou un Français moyen qui est en phase un peu en phase de récession et qui est attentif à tout sur son budget. De la même façon, une entreprise, elle est aussi forcément un peu limitée en termes de budget et d'investissement et de se dire quid potentiellement là dans les 2 années à venir, je suis coincée. Il faut que j'essaye d'anticiper davantage, mais c'est une prise de hauteur qui n'est pas forcément facile à prendre ou à décider. Oui, et là-dessus, on va pas se mentir, à la fin, c'est quand on a une pression de sa banque ou de son client en compte que ça change de registre, ouais, que ça passe d'un enjeu moral à une obligation économique. Ouais. Et en fait, et l'obligation économique, ça peut être une taxe carbone ou l'obligation de s'engager auprès de son fournisseur grand compte pour réduire les émissions. En grand libéral devant l'éternel, je préfère que ce soit un acteur privé qui dit à un autre acteur privé trouvez-moi la meilleure manière de vous engager sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre,
plutôt qu'essayer de faire une taxation qui va globalement être pas très bien acceptée et juste ça va être un coût en plus pour les entreprises et on passe à côté de l'objectif qui est de tout simplement réduire les émissions. Après, il faut de tout. Il faut des réglementations, il faut des taxations, il faut des interdictions et il faut des subventions à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et le design détaillé de quelle est la politique économique et l'ensemble de réglementations, taxations, subventions qu'il faut mettre en place va vraiment dépendre des secteurs et au sein des secteurs de l'étape de la chaîne de valeur. Parce qu'il y a des endroits où, je sais pas, les agriculteurs, ils ont sûrement des enjeux d'investissement, où ils n'ont pas les moyens. Les transformateurs, peut-être qu'ils ont plus de marge. Enfin, et donc potentiellement, ça devrait être eux qui payent ça pour leurs agriculteurs. Et les acteurs de la distribution en aval, potentiellement, ils n'ont pas tant de marge que ce qu'on pense. Et donc, c'est peut-être pas eux qui... par contre, ils ont la voix du consommateur, donc ils ont un vrai enjeu de guider les habitudes de consommation. Donc, on voit que chacun, selon là où il est, selon si c'est un oligopole ou des acteurs atomisés, selon qu'il est exposé ou pas à une concurrence internationale, va pas du tout être dans le même contexte. Donc, c'est impossible de généraliser. On peut sûrement faire un modèle macroéconomique très intéressant de politique économique là-dessus. Le secrétaire général à la planification écologique travaille dessus et c'est très bien ce qu'ils font. De manière très concrète, quand on est une entreprise, déjà si on se fait un bilan carbone, un plan de réduction, qu'on parle avec ses clients pour voir ce qu'on peut faire, qu'on parle avec ses confrères, c'est déjà pas mal. On a un peu dévié, hein, je suis désolée, pour les auditeurs par rapport au bilan carbone, mais forcément, il y a tous ces sujets-là qui doivent être traités et abordés. Je suis ravie que ça l'ait été. Et, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à l'accompagnement d'Axio vis-à-vis des autres ou toi, ton axe de création de valeur avec Axioo? Ce qu'on veut dire, c'est nous, on est focalisé sur la partie donc carbone, donc on n'est pas ça, on l'a bien compris. Et ce qui fait que on a des équipes qui passent leur journée à faire des collectes de données, des calculs, des plans d'action, des trajectoires carbone. Donc au bout de 400 clients, on finit par avoir une bonne expertise. Et nous, notre ressource rare, c'est nos consultants. Du coup, l'enjeu qu'on a et ce pourquoi on travaille avec des entreprises en général, c'est parce qu'elles se disent « Ok, je sais que je vais devoir le faire chaque année, ou peut-être tous les 2 ans pour l'instant et à terme chaque année. Ça sera sûrement plus efficace économiquement pour moi de monter en compétence sur le carbone, d'avoir un outil, un accompagnement à terme plutôt light. Et sur la première ou la deuxième année, j'ai peut-être besoin d'être plus aidé. Dans ce cas, je prends pile le bon nombre de jours qu'il me faut d'Axio pour soit avoir la collecte des bonnes informations et tous les calculs qui sont clean, soit la collecte plus un plan d'action ambitieux, jusqu'à faire des trajectoires carbone SBTI, donc Science Based Target, c'est un peu un des référentiels internationaux là-dessus. Donc en fait, nous, on va vraiment servir de force d'appoint pour aider nos clients à monter en compétence, à internaliser cette expertise carbone. Je dis pas que tous nos clients vont devenir comptables carbone. Je dis juste que c'est juste économiquement tellement plus simple que les personnes qui ont accès aux infos dans l'entreprise soit même de faire le calcul et que nous, on vérifie juste que c'est comme l'année dernière, on n'a pas fait d'erreur. C'est à peu près cohérent, et etc. ça reste donc cohérent c'est et on une arrive à suivre. transmission de compétences, oui. d'expertise que vous avez en interne. Exactement, et c'est pour ça nous, on est d'anciens consultants en carbone notamment. À la base, on voulait faire quelque chose de plus digital et on espérait qu'on arriverait à pas trop avoir de consultants. On se rend compte qu'en fait, il y a besoin de... On a besoin d'humains. Il y a besoin tellement d'humains pour... déjà, parce que le sujet peut paraître un peu technique, on est peut-être un peu sous-estimé, il y a des chiffres, des unités, voilà. Tout, et ensuite, les gens n'ont pas forcément le temps. Les entreprises n'ont pas de gestion de projet sur ce sujet historiquement parce qu'elles n'en ont jamais fait. Et on a envie de se parler sur le plan d'action. Donc, dont acte, on a mis en place cette équipe. C'est quasiment la moitié des équipes qui travaillent vraiment avec nos clients jour le jour et dans nos propositions, on dit combien de jours on a prévu de passer. Et les années d'après, on a un peu deux types de clients. On a ceux qui, l'année d'après, en redemandent autant, voire plus, parce qu'ils veulent aller en accéléré sur des trajectoires de décarbonation très ambitieuses et donc ils ont pas les ressources en interne. Et il y en a d'autres qui disent merci beaucoup Axioo, j'ai compris, maintenant j'ai juste besoin du logiciel et vous me refaites une réunion de lancement. Et dans ce cas, on est autonome. Et là, pour nous, c'est la plus belle des victoires parce que ça veut dire que on rend accessible la comptabilité carbone et le suivi de la mise en œuvre des actions de réduction à un coût qui est largement inférieur à celui d'un cabinet de conseil classique, parce que les cabinets de conseil classiques sont déjà sous l'eau, parce que toutes les entreprises sont en train de s'y mettre, et donc on manque de gens experts sur le sujet. Alors, tu abordes un des points qu'on n'a pas encore abordé, l'aspect coût. Ça coûte combien pour une entreprise classique? Est-ce qu'il y a des aides de l'État aussi pour réaliser son bilan carbone?
Alors, je commence par la partie aide. Pour les entreprises de moins de 500 salariés, il y a BPI France avec l'ADEME qui a mis en place un dispositif qui s'appelle le Direct Décarbonation, qui concrètement permet d'avoir pour 6 000 euros un bilan complet qui a une valeur de 10. Et c'est ensuite vérifié par BPI France. Ils ont choisi des experts dont fait partie Axio. Et donc c'est on va dire une garantie de qualité parce que l'expert engage sa responsabilité auprès de BPI France et n'a pas envie de se faire sortir du dispositif. Donc autant dire qu'on fait attention à ces projets. Et donc là, c'est prestation unique, 6 000 euros de reste à charge. Après, si on est au-delà de... et ça, c'est uniquement un premier bilan qui peut être subventionné. Après, côté action, on a un prix qui est très variable de, je sais pas, le logiciel, il peut aller de 2 000 à 15 000 euros selon qu'on soit sur une petite boîte de 50 personnes à un grand groupe de 5 000. Donc c'est en fonction de la taille de l'entreprise essentiellement. Et après, on met plus ou moins de jours. On peut mettre de 3 jours à 25 jours. Donc là aussi, ça fait une très grande variance. On peut se dire comme ça qu'on peut, sur des petites boîtes, quelques dizaines de salariés, arriver à faire quelque chose à 4 000 à 5 000 euros avec quand même de l'accompagnement, pas juste une plateforme. Et pour des très grands groupes, on a parfois des devis à 30 ou 40 000 euros, tout simplement parce qu'on est face à des dizaines de sites, des dizaines de pays, des dizaines d'interlocuteurs à mobiliser, plusieurs business units. Pas un seul ERP, sinon ça serait trop simple. Et donc là, ça nécessite pas mal de boulot côté Axio et beaucoup de boulot chez nos clients également. Ok. Bon, là, je pense que au moins c'est clair. Le tout est de pouvoir réaliser des devis et échanger. Mais en tout cas, ce côté humain, j'ai ce souvenir-là quand on avait fait notre étude des différents prestataires à l'époque côté Finaxim, et c'était ce qui nous importait, de se dire on n'est pas juste là pour choisir une plateforme sur laquelle on va poser des données, mais on a besoin d'avoir des vrais gens qui connaissent le sujet, qui maîtrisent et qui sont capables de nous accompagner. Donc c'était un peu le but. Est-ce que tu aurais d'autres choses à aborder avant d'arriver à ma séquence classique des questions pour mes invités? Peut-être un ou deux points que j'ai pas mentionnés. Nous, on fait la partie bilan carbone. Également des plans d'action, des workshops, des trajectoires jusqu'à SBTI. Et pour certaines entreprises où ça a du sens, on peut mesurer ce qu'on appelle des émissions évitées. Typiquement, si je fais des constructions bois, j'ai envie de me comparer à un immeuble à peu près équivalent, mais avec une structure acier-béton, par exemple. Ou si je permets de récupérer des déchets alimentaires qui sont voués des produits alimentaires voués à la destruction et qu'on est capable de les remettre dans la circulation, pour citer Stockelp ou nous Anti-Gaspi avec qui on a pu travailler, on peut faire une estimation de combien on évite d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça permet de enfin passer des mauvaises nouvelles et de la contrainte à une bonne nouvelle et des arguments marketing, commerciaux. Donc ça, c'est des projets qu'on fait avec plaisir quand on a des acteurs dont une toute partie du business model permet de mesurer ces émissions évitées. Et après, il y a le sujet de la CSRD, qui a un bloc sur la partie climat qui s'appelle le SRS E1, désolé pour le jargon, qui parle du bilan carbone, du plan de réduction, mais également de sujets comme les risques et l'adaptation. Et c'est également des projets sur lesquels on a travaillé. Avant ça, on a déjà fait des projets CDP, donc Carbon Disclosure Project. Donc, on est capable d'accompagner sur à peu près tous les enjeux liés au carbone. Par contre, dès que ça sort du carbone et que ça va sur d'autres enjeux environnementaux ou sociaux ou réglementaires, dans ce cas, on va plutôt, nous, avoir des partenaires également, parce qu'on connaît un peu qui est bon sur quel sujet. Et on croit assez au fait que les responsables RSE ont besoin de s'entourer de consortiums ou de quelques acteurs très pointus. Pour maîtriser, parce qu'en fait, c'est illusoire d'avoir un acteur ou alors peut-être un Big Four, mais dans ce cas, c'est pas les mêmes budgets. C'est illusoire de se dire qu'on va avoir quelqu'un qui va être expert en économie circulaire, en biodiversité dans l'agroalimentaire et en carbone sur la logistique. Il y a un moment, il faut avoir des gens qui connaissent les différents domaines. Donc ça, c'est des points d'accompagnement ou d'expertise, mais un peu comme au market à chaque fois de dire on est couteau suisse, mais pas, jusqu'à une certaine limite. Oui, et je pense que la fonction RSE va être amenée à être à la fois intégratrice d'expertise, soit des prestataires, soit guider certains métiers pour qu'ils montent en compétence sur des sujets. Les équipes produits, peut-être qu'elles doivent se former à l'éco-conception, par exemple. Et après, la fonction RSE doit également être un peu chef d'orchestre et organisant
en transverse un sujet qui la dépasse très largement, qui est le fait de rendre l'entreprise pérenne dans un monde qui doit devenir bas carbone. Et ça, en fait, c'est le boulot de chacune des directions de se dire qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif collectif. Et la RSE doit animer la démarche, mais sinon, si elle prend toutes les équipes, à la fin, la RSE, c'est toute l'entreprise. Ça peut pas marcher comme ça. C'est ça. Ça, c'est totalement. Je suis complètement convaincue que toute cette démarche RSE ou cette volonté de décarbonation ou d'atteinte des objectifs en 2050, c'est pas que un service RSE, c'est pas que un service market qui va retravailler l'offre ou autre, mais c'est vraiment chacun, la RH, la finance, les achats, enfin tout le monde est concerné dans son propre job et doit se remettre en question. Et c'est souvent là le côté humain qui est le plus difficile. C'est pour ça que je l'aborde aussi de temps en temps dans certains de mes podcasts. Est-ce que on attaque la séquence Attaquons. Attaquons. Alors, mon podcast, du coup, se nomme Marqueur, puisque je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises, et aussi que quand on fait les choses avec le cœur, on embarque les gens forcément beaucoup plus loin. Est-ce que ça t'inspire ? Oui, parce que je l'ai peut-être brièvement évoqué tout à l'heure. En fait, on a un peu une ligne de crête ou un discours un peu schizophrène où il faut à la fois parler d'un sujet qui est grave et urgent. Donc, comme dirait l'autre, la situation est grave, mais pas désespérée, mais va peut-être falloir s'y mettre. Et en même temps, il y a besoin d'embarquer les gens et de dire que ça peut être cool de mettre en place des modes de vie et des modes de production et de consommation qui soient fondamentalement plus durables. Ça peut être meilleur pour la santé, mieux pour le stress, pour plein de raisons. Et je pense que là-dessus, l'ADEME le dit, tout le monde le dit, mais il y a un vrai sujet marketing de rendre désirable un monde bas carbone, parce que sinon, on va globalement pas y arriver et tout le monde va refuser et les gens auront raison, parce que il faut quelque chose qui embarque les gens. Et là, on peut parler de futur désirable, d'imaginaire à réinventer, bref, on peut mettre tous les termes qu'on veut. Mais il y a un vrai sujet là-dessus de la fonction marketing pour arriver à rendre désirable et souhaitable des choses qui, dans un autre monde, paraîtraient pas sympa. Ça me fait penser à une anecdote. Une fois, j'étais allé en Belgique, à Bruxelles. J'étais allé dans un supermarché très écolo-bobo, tout ce qu'on veut. Donc on rentre, la lumière elle est un peu blafarde, le sol il est pas en très bon état, on a des pommes de terre lavées ou des pommes de terre non lavées, les non lavées sont plus chères, il y a du fromage hors de prix, il n'y a pas beaucoup de viande, et on voit les gens qui arrivent avec leur tote bag ou leur caddie parce qu'il n'y a pas de sac plastique si on a oublié de les prendre. Donc on peut se dire, ah ouais, non mais ça c'est genre le Moyen-Âge, c'est retour aux années 50. Et après il y a l'autre manière de se projeter, qui est de se dire, j'arrive, il n'y a que des produits frais. C'est que des produits locaux, de saison, bio, tout ce qu'on veut. Si je veux me faire plaisir et prendre un peu de viande, c'est possible, mais globalement, l'assortiment correspond à une alimentation tout à fait équilibrée, pleine de vitamines et globalement décarbonée. Et si j'inscris ça dans mon quotidien, régulièrement, je fais des courses, du coup, j'ai mon sac et j'ai pas besoin d'un énorme caddie une fois par semaine. C'est des produits bruts, du coup, je prends plaisir à cuisiner chez moi. Ça prend un peu de temps, mais c'est aussi sympa de cuisiner. Pourtant, je suis pas un grand cuistot, mais en soi, faire une salade, ça prend pas un temps infini et c'est mieux qu'un plat préparé. Du coup, selon la focale qu'on prend, soit c'est un retour aux années 50 où la part de son salaire qui va dans la nourriture et la part du temps qui va dans la nourriture augmente et donc c'est une perte pour les gens, ou bien on voit l'aspect positif on se reconnecte à la nature, pour prendre un terme un peu galvaudé, et surtout on mange mieux, des trucs plus sains. Et en vrai, si on regarde en nombre d'heures travaillées pour acheter cette nourriture, ça sera toujours moins cher que dans les années 50. Donc c'est vraiment une question de perspective, et pour faire passer d'une perspective à l'autre, c'est 100% un sujet de marketing et de communication. On a encore du boulot là-dessus, sur tous les sujets au-delà de l'alimentation, mais surtout le côté consommation classique. Il y a du boulot pour les marketeurs, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a justement une campagne de pub qui a pu t'inspirer ces derniers temps, ou peut-être même une vieille campagne de pub, mais qui évoque tous ces futurs désirables ou toute cette consommation plus responsable? Alors, il y a la campagne institutionnelle de l'ADEME sur les dévendeurs, Ouais. qui est qui a déjà été évoquée,
mais surtout la Avec réaction derrière. Sylvain Wasserman, forcément, sur l'épisode avec lui, Oui, président de l'ADEME. exactement. Donc j'ai vu qu'il a fait cet épisode, et en fait c'est très courageux de leur part de le faire, notamment de pas juste de dire réparer les produits, mais interrogez-vous sur la pertinence de l'acte d'achat. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, et d'ailleurs c'est ça qui a fait le plus réagir les acteurs économiques. Du coup, ça c'est, je trouve, intéressant de voir un acteur public qui est en fait le seul à pouvoir porter ce type de discours avec des acteurs associatifs, mais qui n'a évidemment pas le même poids. Donc ça, j'ai trouvé quand même ça très notable. Et il y avait également, décidément, je repasse pour parler de la Belgique, mais j'ai rien pour ou contre nos amis belges. C'est Decathlon qui s'était renommé c'est Noltaced, c'est-à-dire Decathlon, mais en inversant les lettres, pendant un mois pour marquer le coup sur le lancement de leur offre, on va dire, d'économie circulaire et de seconde main. Et je trouve ça intéressant de se dire qu'un acteur comme Decathlon se dit que le sens de l'histoire, c'est la seconde main et potentiellement plutôt louer que posséder tous les équipements sportifs. C'est ça, voilà. L'usage plus que la propriété. La fameuse économie de la fonctionnalité dont on parle depuis des décennies, le fait de voir que ça rentre pas en catimini, mais qu'on y va et on se dit que en fait, c'est vraiment le cœur de métier. On ne sait pas à quoi ressemblera le chiffre d'affaires et la marge dans 20 ans avec cette bascule-là, mais en fait, il faut la faire. Oui, complètement. Mais je connais bien ces deux campagnes-là et ça me parle évidemment. Est-ce que toi, tu as un éco-geste que tu fais ou que avec les équipes d'Axio, vous mettez en place et que tu as envie de partager ? Alors, je suis toujours embêté avec les éco-gestes parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu all of the above, il faut tout. Je pense, avant un éco-geste, pour ceux qui l'ont pas fait, allez sur nos gestes climat et faire son bilan carbone et mesurer. Et alors chez Axios, on a un peu une politique de, on va quand même beaucoup faire de la visio. Et là, j'ai eu plusieurs fois des échanges sur est-ce que vous pouvez venir. Et en fait, on a dit, on peut pas venir parce qu'il faut venir en avion. Du coup, soit on travaille à distance, soit on travaille pas ensemble. Donc ça devient une condition nécessaire pour travailler avec nous. Si c'est pas accessible en train, dans un temps raisonnable, ça veut dire que c'est des visios. C'est quoi un temps raisonnable pour les équipes là ? Je pense qu'on a pu aller jusqu'à l'autre bout de la France et en Suisse, et on peut aller en Belgique, mais Copenhague c'est déjà loin. D'autant qu'on arrive à le faire en visio. Du coup, pourquoi s'embêter à faire 10 heures de train si on peut faire 2 heures de visio, 2 heures de train, allez. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait, et je pense que si on demande aux équipes de prendre l'avion pour aller aux États-Unis pour une réunion, je pense qu'ils ne vont pas rester longtemps chez nous. Voilà. Et après, de manière plus globale, sur les éco-gestes, moi ce que j'aime bien, c'est raisonner un peu en pas de temps. Se dire qu'est-ce qu'on fait un peu au quotidien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut changer sans que ça soit pénible, parce que sinon c'est démotivant. Il faut que ce soit progressif. Que ce soit progressif, et se dire il y a des choses au quotidien, ça me coûte pas grand-chose de faire du vélo plutôt que prendre la voiture, pas systématiquement et plus souvent, ou de manger moins de ceci, moins de cela. Donc ça c'est pas mal. Après, il y a des décisions qu'on prend quelques fois par mois, par an, typiquement des actes d'achat. Et là, on se pose la question de l'allocation, de ne pas acheter de la seconde main. Après, il y a des décisions une à deux fois par an, typiquement les lieux de villégiature. Vraie question à se poser. Et après, il y a des sujets où on se pose la question quelques fois par vie. Où est-ce qu'on habite, les travaux, l'achat de son véhicule, le type de job qu'on veut faire. Et ça, faut un petit peu réfléchir et savoir où est-ce qu'on met le curseur entre la personne qui s'en moque et l'ayatollah vert. Et personne ne peut être parfait sur toutes les dimensions. Et chacun avance à son rythme, de toute façon. Exactement. Et on se dit que si on est dans le premier quartile des émissions de gaz à effet de serre de son environnement proche et qu'on en parle, en fait, ce premier quartile, ses amis et ses proches vont également modifier leurs pratiques. Et donc, c'est comme ça que collectivement, on n'est pas un extraterrestre et que tout le monde progresse. Mais si on se donne tout de suite un objectif de neutralité carbone, en fait, ça veut dire concrètement, on voit plus ses amis et on change d'amis. Et ça, c'est quelque chose que les gens vont avoir du mal à accepter, moi le premier. Oui, et puis c'est un chemin beaucoup trop long, trop abrupt, on va dire, ou trop brutal, qui fait qu'on doit forcément avancer par petits pas. On est d'accord dans cette démarche-là. Et est-ce que tu aurais un invité que tu penses et qui pourrait être intéressant pour les auditeurs de Marqueur ?
Alors sur la partie numérique responsable, j'ai pensé notamment à Frédéric Bordage, qui connaît bien ces sujets depuis longtemps, ou Julien Rouzet, qui a monté Soft, qui est un logiciel dédié sur la mesure d'empreinte environnementale, pas que carbone, pour l'IT. Donc je recommande vivement d'échanger avec lui, car il a plein de choses beaucoup plus pertinentes que moi à dire sur le numérique responsable. Ok, top. En tout cas, merci beaucoup. Merci Laurent, à toi. d'avoir pris le temps. Un bel épisode. Là, je pense que tout le monde sait à quoi correspond le bilan carbone maintenant et sont prêts à le mettre en place dans leur entreprise ou en tout cas à démarrer leur politique interne et pour pouvoir faire passer ça ces prochains mois. Merci beaucoup, Laurent. Merci Diane. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!